Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Odyssée, sur les ondes de Good Morning Toulouse. Et avant de commencer cette émission, générique. Bienvenue du coup de nouveau sur cet épisode 2 de la saison 4 de Odyssée. Ce soir je suis bien comme toujours avec mon ami et taulier de cette émission, je nomme Simon. Et bonsoir à toutes et à tous et merci de présenter cette émission. Je crois que c'est la première que je te laisse, que je te file, je te donne le bébé avec toute ma confiance. Je crois Donc, qu'il y en a déjà eu peut-être une ou deux mais moins... c'est possible. En tout cas, je suis très content de te retrouver en tant qu'animateur. J'ai les pieds sous la table, j'ai rien à faire. C'est trop bien. Il a la bière dans la main, il est prêt, il est là, il est chaud. Et ce soir, nous avons avec nous un invité spécial pour une émission passionnante. Sachez d'ores et déjà que vous pouvez retrouver son portrait. Je veux bien sûr parler de monsieur Alain Klotz. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce qu'en une phrase, tu peux nous redire rapidement ta profession, peut-être pour ceux qui vont ensuite passer sur ton portrait ? Alors moi je suis professeur à l'université à Toulouse et j'enseigne donc une partie de mon temps devant les étudiants et l'autre partie je la passe à effectuer des recherches en astrophysique et principalement sur les étoiles qui explosent et un peu la planétologie. Donc une émission... Tout simplement. Tout simplement, non, rien à voir avec Michael Bay. Là on est sur du concret, du passionnant, du scientifique et de l'accessible à tous. Donc on va commencer par deux petites actualités du spatial qu'on a sélectionnées avec Simon pour vous. Un petit point Space Culture qui sera présenté par ce cher Simon, mais je ne vous en dis pas plus. Et bien sûr, la seconde partie d'émission sera en lien avec le projet de recherche de notre cher Alain. Donc je vais commencer. Il s'est déroulé, donc on enregistre cette émission le 7 novembre. Et donc depuis hier, le 6 jusqu'à aujourd'hui, s'est déroulé à Séville en Espagne un sommet européen pour le spatial. Ce sommet, il n'est pas anodin. Il a regroupé des représentants de 22 pays membres et bien sûr des entreprises du New Space, d'agences spatiales nationales. Et il avait pour but un petit peu de faire avancer non pas uniquement que le New Space, mais juste la dynamique du spatial en Europe. Alors, pour dresser un petit peu le contexte, il faut savoir que l'Europe actuellement n'a plus vraiment de lanceurs. On a une montée du New Space avec des petites entreprises, des startups et d'autres qui n'en sont plus. Des Maya Space, des Latitude, des Venture Orbital System, des Anywaves, des Loft Orbital et j'en passe bien d'autres qui se lancent sur le marché. Mais Ariane 6 n'a toujours pas décollé, on envisage un premier décollage pour 2025, peut-être 2026. Peut-être 2024, attends, quand même, on avance à pas de chat, mais c'est encore annoncé 2024 à l'heure actuelle. À pas mesurer. Et Vega C, lanceur historique, a raté son dernier vol et ne devrait pas connaître de retour sur la piste des décollages avant fin 2024. Alors, j'ai un petit peu suivi ça aujourd'hui et hier, donc bien sûr, il y a eu quand même des divisions entre les États membres sur l'avenir des lanceurs européens. Bien sûr, les États n'avancent pas tous à la même vitesse, n'ont pas tous la même place dans l'écosystème spatial européen et au-delà mondial. Et c'est vrai que toutes ces dissensions, c'est un constat, ralentissent les ambitions de l'ESA. Parce que c'est autant de pays membres qui ont parole auprès de l'ESA, qui participent financièrement auprès de l'ESA. Mais malgré tout, des entreprises comme The Exploration Company, une entreprise française, travaille à développer son lanceur performant. Il y a notamment le module Nix qui a beaucoup fait parler de lui. Et dans les résultats probants qu'il y a eu, la France, l'Allemagne et l'Italie sont sont partantes pour aider, apporter une aide plus forte au lancement de Ariane 6 pour, alors à partir de 2026 je crois, donc pas tout de suite, pour un petit peu lutter, alors lutter c'est fort, mais contrer le développement extrêmement rapide de SpaceX. Et apporter un nouveau fer de lance aux lanceurs européens. Mais à condition que le secteur baisse un petit peu ses prix, voire beaucoup, et rentre dans une stratégie beaucoup plus économique et compétitive. Voilà, alors c'est un petit peu un bilan rapide que j'ai trouvé avant de venir.
il n'y a pas eu d'unanimité sur une stratégie à développer, si ce n'est que, mine de rien, pas de consensus total, mais des axes stratégiques, des développements, des idées, et c'est déjà un bon début pour fédérer un petit peu les ambitions du spatial en Europe. Est-ce que vous, autour de la table, vous en avez un petit peu entendu parler? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors, moi, je suis pas impliqué dans le problème des lanceurs. Ce que je m'aperçois, c'est qu'effectivement, on prend du retard au niveau de l'Europe. Là où le New Space, en fait, agit, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est plutôt sur les charges utiles. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas complètement démunis. En revanche, effectivement, le problème des lanceurs, avec les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre et les Indiens qui poussent, on est quand même assez mal parti. Alors, est-ce que c'est un problème de stratégie pure ou un problème d'organisation pour faire voler une fusée, hein? Je vous rappelle quand même que avant de faire la fusée Ariane, on a eu beaucoup d'échecs à vouloir faire une fusée européenne. Donc, on est peut-être parti sur sur un délai comme ça qu'il va falloir attendre une organisation, peut-être. Et après, pour Ariane 6, la volonté d'alléger les coûts, de vraiment avoir un coût d'accès à l'espace beaucoup plus faible, c'est tout l'intérêt et le but original d'Ariane 6. Alors après, il y a tout le retard qui va avec, mais le but c'était Ariane 5, pour donner un ordre d'idée, on était à environ 100 millions d'euros le lancement. Le but avec Ariane 6, c'était de descendre à minima à 60 millions d'euros. Et avec Ariane Next, donc qui est pensé pour être pas Ariane 7, mais Ariane 6.5, disons, on serait à des coûts qui pourraient descendre encore, annoncés à 50-40 millions d'euros. Dans les faits, on en sera sûrement loin, mais c'était l'objectif. Et là, le problème, c'est qu'Ariane a plusieurs années de retard. Ils annoncent à l'heure actuelle en sous-main le second trimestre 2024 pour l'instant, mais ça pourrait être encore retardé. Mais aussi, une autre chose qui vient d'être annoncée officiellement, je crois, je ne sais pas si ça sort de ce consortium de l'ESA, mais j'ai cru comprendre que Avio, donc le développeur italien de la fusée Vega et Vega C, vient d'être autorisé à vendre Vega à autre entreprise ou autre personne que Ariane Group. Et donc, ça veut dire que Avio pourrait être vendu aux Indiens, par exemple, sait-on jamais, pour prendre cet exemple-là. Et alors que pour autant, aujourd'hui, il était chasse gardée, financé en grande partie, si ce n'est exclusivement par l'ESA. Et donc, j'ai un peu l'impression que c'est à la fois une sorte de fuite des cerveaux, mais là, c'est des fuites des lanceurs, et en même temps aussi un financement par les deniers publics, parce qu'il faut rappeler que c'est les impôts de chaque pays qui financent l'ESA, pour vos éventuels constructeurs privés. Donc je ne comprends pas trop cette stratégie-là. Est-ce qu'il faut de la concurrence, il faut de la rentabilité, montrer que nos fusées fonctionnent, ou est-ce qu'il faut faire rentrer de l'argent, ou en tout cas pas en dépenser à outrance, quoi. Je ne sais pas. Concernant Vega, je sais que le sujet était déjà arrivé sur la table il y a presque plusieurs mois, voire peut-être un an, Ouais, ça sur fait une longtemps, volonté, alors je crois qu'il y avait une volonté au départ italienne de se garder uniquement pour eux les lanceurs Vega, puis Avio a émis d'autres suggestions. Maintenant on part encore sur autre chose, comme tu l'as bien souligné, mais c'est vrai que bon, on est sur des modèles qui changent, et je pense qu'on sera amené prochainement à voir un peu les effets que ça aura sur le marché. Et puis à l'heure actuelle, il faut rappeler que Vega, même si justement, dû à son échec récent, ne vole plus, c'est la seule fusée en activité européenne. Parce que jusqu'à il y a peu, on avait Soyuz qui décollait du CSG en Guyane. Mais bon, du fait des conflits récents, le Soyuz est reparti en Russie. Mais là, actuellement, il n'y a aucune fusée en mesure de voler au CSG. Et c'est le cas depuis un petit moment, qu'on ait des trous très très importants. Après, se comparer à la cadence de SpaceX, ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, mais c'est quand même particulièrement inquiétant pour ceux qui s'intéressent aux lanceurs de près ou de loin, de voir que là, on n'a pas de vol programmé avant potentiellement 6, 8, 10 mois. C'est en effet un sujet assez préoccupant, mais je vous invite à suivre l'actualité du spatial, parce qu'il y a plein de superbes médias et de superbes vulgarisateurs qui en parlent. Mais tout de suite, je te redonne la parole, mon cher Simon, car je crois que tu veux nous parler d'une explosion. Une explosion, ou en tout cas Alors, un petit boom qui a eu lieu dans une galaxie lointaine, très lointaine. très lointaine, si on peut commencer par ça sans avoir de royalties à payer, à Disney qui plus est. Non, je voulais vous parler d'un signal radio, de la détection d'un signal radio vieux de 8 milliards d'années,
qui a fait l'objet d'une publication dans Science, donc la prestigieuse revue scientifique, le 19 octobre dernier. Et donc c'est un signal qui est vieux de 8 milliards d'années parce qu'il nous provient d'un endroit dans l'espace qui est situé à 8 milliards d'années de notre planète. C'est un signal radio qu'on appelle FRB pour Fast Radio Burst, ou en français sursaut radio rapide, excusez-moi. Et c'est un réseau de radiotélescopes australien qui s'appelle ASCAP. Tu me corrigeras peut-être si je le prononce mal, Alain, mais qui est donc en gros un radiotélescope. C'est pas un télescope comme on le pense avec une grosse lunette, c'est de très grosses paraboles qui sont mises en réseau pour capter des signaux radio, qui a donc scruté le ciel et qui est tombé sur ce fameux signal radio très très vieux et surtout très très puissant. Et pour qu'il nous parvienne, on sait qu'il est puissant parce que pour qu'il nous parvienne d'aussi loin, et étant donné qu'il a perdu de l'énergie sur toute sa course, il devait être extrêmement puissant et lumineux, si on peut le dire, à l'origine. Les scientifiques justement de cette publication ont estimé qu'à son point de départ, la luminosité et la puissance représentaient 10 puissance 13 fois plus lumineux que le Soleil, ce qui veut dire 10 000 milliards de fois plus luminescent que notre étoile. Donc autant te dire que ça fait quand même un petit peu de LED en plein visage en pleine nuit. Mais c'est particulièrement intéressant parce qu'on ne sait pas exactement d'où il vient, comment il a été causé. On se doute que du fait de sa puissance, ça pourrait être dû à la fusion, à la coalescence d'étoiles à neutrons ou à la fusion de galaxies entre elles. Et ce qui peut être intéressant pour nous, en plus d'avoir découvert un signal radio d'autant plus intéressant du fait de sa distance lointaine, c'est aussi que le fait qu'il ait traversé une grosse partie de l'univers pourrait nous permettre de calculer plus précisément la masse de l'univers, parce qu'en transitant comme ça dans le vide spatial, il a rencontré différentes particules qui l'ont affaibli, qui l'ont chargé de différents spectres qui peuvent être analysés sur Terre et qui peuvent nous permettre via des calculs qui dépassent largement ma compréhension, nous permettent d'estimer une nouvelle fois la masse de l'univers, qui est une question qui reste en suspens encore aujourd'hui, parce qu'on a plein de résultats qui sont pas forcément, qui ne concordent pas avec les règles de la physique. Donc je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on a assez peu vu dans les médias. On en a un petit peu parlé, mais ça n'a pas fait grand bruit. Mais ça a été quand même une observation qui est particulièrement intéressante pour les scientifiques, qui va sûrement donner du grain à moudre pour de futures études, et qui aussi nous a prouvé que ce genre de signaux pouvait venir de si loin, parce qu'on rappelle que 8 milliards d'années sur un univers qui en a 13,8 milliards d'années, ça représente quand même une quantité colossale d'années qu'on peut remonter en observant ce type d'informations. Et j'aurais voulu en discuter avec toi, Alain, pour la communauté en astrophysique et plus largement dans le domaine spatial. Qu'est-ce que ça peut représenter d'avoir ce type de percée, ou en tout cas, est-ce que déjà c'est quelque chose qui est habituel d'avoir ce type de signaux très 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 anciens, et est-ce que vraiment on peut s'attendre à des retombées fortes à l'avenir avec cette observation ? Alors les FRB, c'est un phénomène qui date d'il y a une quinzaine d'années au niveau de la découverte. Découverte qui vaut son pesant de cacahuètes parce que ce sont les Australiens, comme tu l'as si bien dit, qui sont un peu à l'origine de cette découverte de signaux radio tout à fait extraordinaires. Et au départ, avant d'utiliser le SKA, qui est un gros réseau de radiotélescopes, ils utilisaient une seule antenne qui s'appelle Parkes. Et au pied de l'antenne, il y avait une petite guitoune où il y avait l'astronome qui doit faire son job, sachant que lorsqu'on fait de la radioastronomie, ça marche aussi bien de jour que de nuit, donc il faut se relayer pour... Mais c'est un avantage conséquent aussi. Alors c'est un avantage parce qu'on peut dormir quand on veut aussi. Et voilà. Alors la petite anecdote, c'est que les premiers signaux d'FRB qui ont été découverts étaient relativement incompréhensibles. Et ils se sont aperçus au bout de quelques mois qu'en fait c'était le four à micro-ondes quand l'astronome faisait son thé la nuit. C'est des Britanniques, ces gens-là. Et donc ça créait un parasite de très courte durée qui affectait le signal radio enregistré par l'antenne. Et donc au début, ils n'ont pas trop cru effectivement à l'existence de bouffées comme ça, radio extrêmement courtes. C'est de l'ordre de la milliseconde, hein. C'est extrêmement ramassé dans le temps. Et donc, ils ont dit, oh bah oui, c'est la porte du four, c'est quand on appuie sur le bouton, etc. Et en partie, c'était vrai. Et donc, ils ont résolu un peu ce problème-là. Et puis, après, ils ont vraiment découvert les vrais FRB. Et c'est parti, là, vraiment, comme étant
un nouveau signal extraordinaire, parce que comme tu le disais, si on calcule l'énergie nécessaire, en fait c'est tellement puissant que ça ne peut pas être quelque chose qui est émis de façon isotrope dans toutes les directions du ciel. Donc ça veut dire que c'est un signal comme un phare, hein, puisque pour voir un phare de loin sur Terre, il suffit simplement de mettre ce qu'on appelle une lentille de Fresnel devant une ampoule on va dire de puissance tout à fait modeste. Et en fait, on concentre la lumière dans un faisceau et le navire qui est très loin, en fait, voit ce faisceau alors qu'il n'aurait jamais vu la lampe toute seule. Donc en fait, on a un peu le même genre de... Enfin, on présuppose qu'on a le même genre de phénomène avec les FRB. Parce que sinon, on a du mal à comprendre quelle est toute la puissance et l'énergie qui peut être dépensée en si peu de temps. Sachant que tous ces phénomènes un peu, alors que ce soit FRB ou ceux que moi j'étudie, les étoiles explosives, à partir du moment où vous avez des signaux extrêmement brefs, en fait, il faut imaginer que l'astre qui va émettre ça, il est petit. Parce que si vous avez même un astre de la dimension du Soleil qui commence à se recroqueviller sur lui-même, eh bien, il va falloir quand même quelques secondes pour que le phénomène soit, on va dire, complet. Alors que là, on a un phénomène complet en quelques millisecondes. Donc, on imagine effectivement que l'astre doit être de toute petite dimension et très énergétique. Et là, il n'y a pas trop de problème. En général, c'est un trou noir, c'est une étoile à neutrons. Ouais. Ce sont les astres extraordinaires comme ça. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce que c'est que des FRB, peut-être, pour Ouais. ceux qui nous écoutent? Peut-être que tu nous en diras. Alors oui, la désignation FRB, elle vient du fait que vous regardez une direction du ciel, il se passe absolument rien, et puis tout d'un coup, vous avez un signal très puissant, très fort, mais qui va tout de suite s'atténuer en 1 milliseconde ou quelques millisecondes au maximum. Et ce signal, en fait, surpasse tous les autres signaux qui sont visibles à ce moment-là dans le ciel. Donc c'est un peu effectivement comme si vous étiez dans une salle toute noire et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui allume un briquet et on voit que ça. Donc on peut pas le louper. Simplement, le ciel est tellement court qu'au départ, les radiotélescopes n'étaient pas conçus pour détecter des signaux de cette durée-là. Donc maintenant, c'est un peu mieux connu. Alors on se rend compte d'une chose assez extraordinaire pour essayer d'étudier la nature, c'est que ce flash qui se produit à un instant donné, pour une gamme radio donnée, en fait, quand on change de gamme radio, le phénomène arrive avec un peu d'avance ou avec un peu de retard par rapport à l'autre gamme. Et en fait, c'est cette différence de timing qui fait que on a une idée du fait que c'est quelque chose qui vient de très loin. Voilà. Mais c'est parce qu'on met de la physique par-dessus les observations avec des hypothèses et tout peut être tout faux, hein, mais ça tient bien la route quand même aujourd'hui. C'est une hypothèse, c'est celle qui est largement retenue en tout cas. Donc c'est des signaux qui sont prometteurs pour la suite et qui ont été découverts assez récemment. Et c'est assez récent, c'est avant les ondes gravitationnelles, on va dire que c'était le sujet moi qui me passionnait. Et en fait j'ai participé aussi au début des FRB, puisque j'ai un télescope aussi en Australie. Donc c'était un peu chasse gardée australienne, tous ces trucs-là. Et donc ils nous envoyaient les coordonnées de la zone dans laquelle ils avaient détecté avec l'antenne de Parkes. Et nous, on avait un télescope d'1 mètre en Australie pour essayer de voir si on voyait une galaxie, quelque chose d'un peu bizarre dans cette région du ciel. Voilà. Et on n'a jamais rien vu, donc c'est un résultat en soi. Mais comme je le disais un peu dans ma présentation au tout départ, il y a beaucoup d'échecs. En astrophysique, moi je commence à avoir de la bouteille et je peux vous assurer que j'ai beaucoup plus de non-découvertes que de découvertes. Mais c'est passionnant parce que c'est justement ce qui fait le plaisir de la vraie découverte, c'est d'avoir essayé plein de choses. Et puis comme tu le disais aussi, ne pas découvrir, c'est aussi un résultat. Ne rien voir, de toute façon, bien sûr, parce qu'on voyait quand même dès le départ que le FRB, ça allait pas être du gâteau. C'était pas comme le nez au milieu de la figure. Hein. Voilà. Donc voilà. Après, moi, je me suis arrêté là parce que j'ai fait autre chose. Et puis, il y a toujours un effet de mode. Alors, c'est-à-dire que ça, on peut en parler vite fait, mais en astrophysique, il y a les meneurs et les suiveurs. Moi, j'ai jamais aimé trop être suiveur. Donc, j'essaye de mener, mais comme j'ai des petits moyens,
j'essaye de mener de façon un petit peu subtile, c'est-à-dire les FRB, quand c'est arrivé, personne n'y croyait. Donc les mecs, ils croyaient qu'effectivement, le gars, il avait oublié sa tasse de thé dans le micro-ondes, et ça faisait rigoler à l'époque. Et moi, j'ai dit, banco, on essaye. Et on suit les alertes. Alors, on a dû suivre des alertes qui étaient des tasses de thé, mais en tout cas, on en a suivi aussi qui étaient bien réelles. Donc, et ça, c'était les débuts des années 2010. Et personne ne croyait on va dire, en l'avenir de ces phénomènes, parce qu'on se disait, bon, peut-être que c'est... alors, c'était drôle, parce que c'était proprement dû à cette antenne de Parkes, au départ. Et donc, les gens, ils avaient quand même pas mal de doutes sur la véracité astrophysique de ce phénomène. Voilà. Donc il faut y croire, hein, il faut faut y croire. Mais bon, parfois on tape un coup d'épée dans l'eau. Hein, ouais, mais là la communauté scientifique semble commencer à leur donner du crédit et à s'y intéresser de manière d'autant plus respectueuse et investie. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un effet boule de neige. Hein. Dès qu'on commence à sentir le vent tourner, on retourne la veste, on met les voiles du bon côté et on suit le mouvement. Quoi. Ouais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des suiveurs et des meneurs. Et souvent, le meneur, lui, il a fait juste le boulot de pionnier. Et puis après, il n'a plus les moyens, parce que moi, les collègues qui s'occupent de ça maintenant, ils utilisent des très grands télescopes. C'est très bien, hein. Et voilà, moi je passe à autre chose, moi je suis en train de mener sur autre chose en ce moment. Et tu nous diras donc qu'est-ce que sera le futur de l'astrophysique peut-être dans la seconde partie. Je vais vous dire de quoi on parlera dans 10 ans. Mais avant de reparler d'un autre type de message très lointain dans l'univers et qui nous en apprend aussi beaucoup, on va peut-être se faire un petit point Space Culture. Tout à fait, mon cher Simon, c'était sur mon fil rouge. Bah écoute. Et je crois, mon cher Simon, que ce soir, c'est toi qui vas nous parler du point Space Culture. Un petit mot pour nous teaser sur ce qu'on va avoir au menu. Une série exceptionnelle, c'est un seul mot, et c'est une série dont on a déjà parlé dans Odyssée, dont je crois tu es également fan, en tout cas tu la binge-watch très légèrement en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Tu confirmes ? Je confirme, okay. Mais sans plus attendre, je te laisse nous en dire plus. Le micro est à toi. De For All Mankind, ou pour les plus québécois d'entre nous, j'ai noté le nom pour toute l'humanité, bien sûr, sans aucune originalité, mais on les accepte comme ils sont. Et c'est donc une série qui est en fait une uchronie, donc c'est-à-dire que c'est une série réaliste qui part du principe qu'un événement de l'histoire important, qui est l'alunissage, n'a pas eu lieu pour les Américains dans un premier temps, mais pour les Russes. Juste avant que les Américains ne foulent le sol lunaire, les Russes l'ont fait en premier. Et donc, ça a amené à toute une cascade de changements historiques par la suite qui ont en fait fait perdurer la course à l'espace, et ça a amené beaucoup de changements technologiques, même des changements sociétaux, dans la place que représentait le bloc soviétique et le bloc américain dans la politique mondiale, si on peut dire. Et c'est une série qui déjà... Je remercie mon cher François de me l'avoir présenté déjà dans le cadre de Odyssée et de m'avoir tanné pour que je la regarde, malgré le fait que, officiellement, elle est disponible sur la plateforme de streaming de Apple. Autant dire que je n'ai jamais été abonné à Apple, mais j'ai quand même vu toute la série, pour l'instant en tout cas. Mais c'est une série qui est vraiment intéressante, au-delà du fait qu'elle ait des images qui sont magnifiques, une bande-son qui est très bien faite et un choix d'acteurs à la fois assez original et pour autant mené d'une main de maître, je trouve. C'est une série qui aborde plein de questions importantes qui ne sont pas spécialement mises en avant dans les films ou séries qui sont liés à l'espace, qui sont beaucoup de films d'action, de films de grandes images, etc. Là, on parle beaucoup d'humains, on parle de la place des femmes dans la science, la place des femmes dans le milieu des astronautes, qui jusqu'à il y a peu étaient exclusivement très, disons, voire exclusivement masculin. On parle aussi de l'impact de la technologie dans la société en général, de l'impact de l'exploration spatiale dans les représentations collectives, dans la force de ce qu'on appelle le soft power des pays, donc la force culturelle et la force d'attrait des pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, de ce point de vue-là, très intéressant. Et donc, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que a été annoncé pour le 10 novembre la sortie de la saison 4, qui sera peut-être la dernière, ça je n'en sais rien, mais qui sortira donc sur la plateforme d'Apple, malheureusement. Je ne sais pas si elle sortira épisode par épisode ou en entier, je n'ai pas eu l'info. Apple pratique plutôt l'épisodique. Je pense que ça va être épisode par épisode, malheureusement, et je ne pourrais que vous la conseiller, j'en dirai pas beaucoup plus, là j'ai rien spoilé, juste le premier épisode de la saison 1.
La seule chose pour ceux qui ont déjà vu la saison 3, et je ne spoil pas grand chose que c'est l'affiche, on parlera sûrement de minage d'astéroïdes, ce qui est relativement contemporain à l'heure actuelle, même si ça reste un peu de la science-fiction pour nous, mais des pays en parlent. Donc vraiment, For All Mankind, c'est une série très accessible, même pour les gens qui n'aiment pas forcément l'espace, qui a plein de belles surprises à vous réserver. Je pense que vous serez accro quand vous aurez commencé. Donc on se retrouve après la fin de la saison 4 pour en rediscuter, et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci Simon, merci Alain de poursuivre parmi nous. On va passer à la seconde, si ce n'est la troisième partie de cette émission, puisqu'on a eu droit à un magnifique point Space Culture qui m'a donné envie de retourner au fond de mon canapé. Et c'est pas bien, hein, mais peu importe. Donc, je vous propose d'entamer un petit débat pour les 15 à 20 minutes qui nous restent sur les rayons gamma, sur ces rayons, ces ondes radio qui nous viennent de loin, et leur importance dans la recherche spatiale. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça promet aussi? Tu disais justement, Alain, en fin de première partie, que tu allais nous dresser un petit tableau de certaines possibilités vers l'avenir. Et écoutez, pourquoi pas te laisser la parole, Alain, si tu veux commencer un petit peu à nous parler de tout ça. Ouais, les photons gamma, déjà, photons gamma. Donc, il s'agit de particules qui sont bien connues de la physique des particules, sont bien connues de nos yeux, les photons. On les connaît dans le domaine visible. Donc, une fois qu'on a dit ça, on sait aussi que les photons, c'est de la lumière, donc ça se déplace à la vitesse de la lumière. Un peu plus précisément, ce qu'on appelle un photon gamma, c'est un photon qui est au moins 1 million de fois plus énergétique qu'un photon que vous voyez avec vos yeux. Donc ça donne une idée en fait de l'importance du contenu énergétique de ces particules-là. La source de rayonnement gamma, en fait, elle vient de 2 endroits différents. Soit c'est le noyau d'un atome qui se désintègre, et donc vous avez des transitions dans les noyaux atomiques. Soit c'est une particule quelconque à la rigueur, mais qui va être accélérée ou décélérée très fortement dans un champ magnétique. Et donc ces 2 phénomènes qui n'ont absolument pas grand-chose à voir en fait l'un avec l'autre vont engendrer de l'émission de photons gamma. Alors évidemment, quand on observe des photons gamma, est-ce qu'ils viennent de l'une des sources ou de l'autre? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et d'un point de vue astrophysique, on se pose après la question, c'est que si c'est des phénomènes d'accélération, qu'est-ce qui peut bien accélérer une particule aussi fortement? Donc on connaît des lois de la physique, la loi de Lorentz, etc., qui nous dit que s'il y a un champ magnétique bien placé avec un champ électrique et que là-dedans il y a quelque chose qui arrive avec une certaine vitesse, eh bien évidemment ça va avoir une trajectoire qui va plus être rectiligne mais circulaire, et cette trajectoire-là en fait va engendrer un rayonnement qui va être soit dans le rayonnement X, soit dans le rayonnement gamma. En fait, ça dépend du champ magnétique. Les problèmes des rayonnements gamma et des rayonnements X, c'est qu'ils sont absolument absorbés par notre atmosphère. Alors c'est tant mieux pour nous parce que c'est ce qui permet quand même aux animaux sur Terre de pouvoir vivre, hein. J'inclus les hommes dans les animaux. Et donc pour s'affranchir de l'atmosphère, la bonne solution c'est l'espace. Donc d'où l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui, je pense, c'est on va envoyer un satellite. Et à bord du satellite, au départ, dans les années 60, quand on est à la conquête de l'espace, en fait les gens vont mettre simplement des détecteurs gamma très très basiques, donc des compteurs Geiger, des choses qu'on trouve, on va dire, à la ceinture du technicien de base dans une centrale nucléaire. Et donc on envoyait des choses comme ça, et le laboratoire de Toulouse, qui s'appelait donc à l'époque le Centre d'études spatiales des rayonnements, dans lequel j'ai fait ma thèse au départ il y a une trentaine d'années, eh bien lui c'était le laboratoire qui était vraiment spécialisé sur ces compteurs Geiger qu'on envoyait dans les premiers satellites. Alors on collaborait avec les Russes à l'époque, hein, les satellites Granat avec l'accent et tout, et donc c'était vraiment la spécialité, et c'est une
spécialité toulousaine en fait, au départ. Il y avait aussi le laboratoire qui s'appelle l'IAS à Paris qui s'est spécialisé là-dessus. Et donc on va dire que c'était les deux gros laboratoires. Voilà. Et avec le CEA qui est venu s'adjoindre à cette aventure-là, parce que d'abord le CEA, comme vous le savez, c'est eux qui étaient un peu en charge de la fabrication des bombes nucléaires. Les gens savent de quoi on parle quand on parle de nucléaire. Et là, on est sur des phénomènes, comme je le disais au tout début, qui affectent les noyaux atomiques, qui affectent des conditions physiques absolument extraordinaires. Donc, exactement ce qui se passe dans une explosion de bombes nucléaires. Et donc, il était très intéressant, évidemment, de reporter sur le civil quelques exploits militaires qui avaient été faits au temps du général de Gaulle. Voilà. Donc ces satellites qui sont équipés de compteurs Gégé, en fait, ils nous ont montré dès le départ que le ciel gamma était relativement noir. Il y avait deux sources qui étaient plus ou moins actives de façon récurrente. Donc il y en a une qui s'appelle SCO X1 et l'autre Cygnus X1. Et il s'est avéré évidemment plus tard qu'il s'agit d'astres qui sont des trous noirs. Mais au départ, on ne le sait pas. Donc en gros, vous imaginez une carte du ciel sur laquelle il y a 2 étoiles. Donc c'est assez simple. Voilà. Et donc les instruments qu'on envoie comme ça dans l'espace autour de la Terre s'affranchissent de l'atmosphère, donc on voit tous les rayonnements gamma possibles, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a parmi ce ciel qui est tout noir et rempli que de 2 sources, de temps en temps, un peu comme on a parlé tout à l'heure des FRB, en fait, des petites bouffées gamma comme ça qui arrivent et qui durent très très peu de temps. Et donc, toute la problématique, c'était de dire, OK, on doit avoir des astres qui sont tout petits, très fortement énergétiques, donc c'est des trous noirs ou des étoiles à neutrons, mais maintenant, c'est pas parce que vous voyez ça que vous en connaissez la distance. Et en fait, toute la problématique jusqu'à la fin des années 90, ça a été de savoir, est-ce qu'il s'agit d'étoiles qui sont dans notre galaxie? Notre galaxie, c'est des astres qui sont à quelques milliers d'années-lumière, pour parler dans les unités que l'astrophysicien aime bien, alors que d'autres scientifiques pensaient que ça pourrait être dans des galaxies extérieures, et là on parle de centaines de millions d'années-lumière de distance. Et alors, si vous avez déjà vu une voiture qui s'éloigne de vous, la voiture, elle a des phares qui ont toujours la même puissance, et puis à mesure que la voiture elle s'éloigne, le signal devient de plus en plus faible. Donc du coup, si vous voulez que le signal reste toujours aussi lumineux, ça veut dire qu'il faut augmenter la puissance de la lumière de la voiture à mesure qu'elle s'éloigne, et au bout d'un moment, elle est tellement loin que vous vous dites, mais c'est incroyable la puissance qu'il faut donner aux phares pour qu'on puisse continuer à les observer. Donc il y avait un grand débat, d'ailleurs, ça s'appelait le grand débat dans les années 90, et les gens s'arrachaient les cheveux dans les conférences sur les sursauts gamma. Il y avait les pros galactiques et les pros extragalactiques. Et donc ça a été tranché définitivement en 1998 parce que l'un de ces sursauts gamma a pu être observé depuis la Terre. Alors vous allez dire, c'est impossible, il n'y a pas de sursaut gamma observable depuis la Terre, sauf que les gens ont amené un télescope optique, donc avec les fameux photons qui sont 1 million de fois moins énergétiques, dans la direction où a eu lieu le sursaut gamma. Et là, on s'est aperçu que, en fait, il y avait une émission rémanente. Un petit peu comme dans un feu d'artifice, on entend le boom, et puis ensuite on voit tous les flashs de tous les côtés. C'est ça qui est joli dans le feu d'artifice, mais ça arrive après l'explosion finalement. Et donc c'est ça qu'on voit depuis la Terre, et là, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un satellite pour observer ça. Seulement, le satellite, il est primordial parce que lui, il donne la direction de visée et le temps T0 auquel il faut partir. Et ensuite, on s'aperçoit très vite que pour observer un sursaut gamma depuis la Terre avec la lumière visible, au bout de 2 heures, vous ne voyez plus rien. Donc, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, là, il faut être malin, il faut concevoir des télescopes, pas forcément les plus puissants, mais forcément les plus rapides. Ouais. Et c'était là tout l'enjeu de la fin des années 90 et début des années 2000, sur lesquels moi j'ai contribué. Et c'est ce qui a été justement fait. Tu as parlé du satellite Granat. Après, il y a eu un satellite américain, Swift.
Swift. Oui, alors après, il y a eu plusieurs satellites avant d'arriver à Swift. Mais qui, dans les satellites majeurs, disons, si on doit... Swift, on arrive en 2004, donc c'est bien, parce que ça continue mon histoire. Donc, 2004, on sait déjà qu'on peut observer des contreparties optiques de sursaut gamma depuis la Terre, donc les fameuses émissions rémanentes. Et en fait, on va s'apercevoir très rapidement avec ce satellite américain qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus subtil que ceux d'avant, et évidemment que les Russes, que finalement, l'émission qu'on croyait purement rémanente, en fait, elle arrivait aussi pendant l'explosion. Et ça a été une découverte dont j'ai pas mal participé. Et c'était... alors là, on rigolait, parce que moi, il m'est arrivé à la fin des années 2000 d'être réveillé par le SMS de mon téléphone qui était branché sur le satellite. Donc là, il faut courir jusqu'à son ordinateur. Donc vous êtes en pyjama, parce que sinon c'est toujours au mauvais moment et tout. Et donc vous vous branchez sur votre télescope que vous avez conçu, complètement robotique, qui lui-même est aussi branché en direct sur le satellite. Et là, en fait, vous voyez les images en direct et vous voyez une étoile qui est en train de naître sous vos yeux. Et vous vous dites, à cette heure-là, en fait, je suis la seule personne au monde à voir ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des moments magiques dans la science. Et ça en fait partie. Pour rien au monde, je ferai un boulot où je suis 10 fois plus payé. Parce que là, franchement, on est là. Et puis on se dit, mais c'est absolument génial. Donc, on écrit un petit message à toute la communauté en disant, moi, je suis en train de voir la rémanence de ce phénomène. Et puis là, vous avez de l'autre côté, donc nous on est en France, et de l'autre côté, vous avez un collègue à Hawaï qui vous dit, bon bah ok, je prends le relais. Et donc vous allez vous recoucher, quoi, tranquille. Et là, vous dormez bien. C'est magnifique. C'est encore mieux que Nounours et Pimprenel et Nicolas. Et le lendemain, et après, quand vous avez fini votre vraie nuit de sommeil, pour le coup, quand vous vous réveillez, vous avez le collègue d'Hawaï qui vous a fait l'analyse spectrale de l'objet. Il vous dit, il est à telle distance, il est comme ça. Et là, c'est formidable, quoi. Voilà. Ça fait rêver. On ose à peine imaginer la sensation que ça doit être, ce genre de moment presque solennel. Et j'en profite parce que tu parlais, Alain, de sursaut gamma. Oui. Alors moi, je vais avancer un petit peu dans le temps. Je vais venir 20 ans plus tard, après 2004. Je vais venir presque aujourd'hui. Pour une mission dont on a déjà parlé dans l'émission Odyssée, SVOM, donc allez, je l'attente, Space-Based Multiband Astronomical Variable Objects Monitor. Ouais, il est long. Il est long le nom complet quand même. Il est long, j'ai arrêté de respirer pendant un petit moment. Donc une mission franco-chinoise pour l'étude des plus lointaines explosions d'étoiles, les sursauts gamma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux faire un lien un petit peu avec ce que tu disais ? Alors, SVOM, c'est un satellite sino-français. Et donc ce satellite, la partie française, en fait, elle est vraiment toulousaine au départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon collègue Jean-Luc Atteya qui a, en 2002, donc c'est très très vieux maintenant, a décidé, en accord avec le CNES, de concevoir un appareil qui ressemblait un petit peu à ce que Swift a été pour les Américains. Et à l'époque, ça s'appelait Éclair. Bon, c'était en relation avec un truc qui explose. Et ce satellite, en fait, jusqu'en 2005, c'était un projet du CNES. Et puis là, le CEA s'est un peu mis dessus aussi pour essayer d'aider, pour pousser. Vous savez ce que c'est, hein, quand on a un projet de satellite, il faut vraiment pousser pour que l'acceptation soit admise par tout le monde. Et puis, en 2005, il y a eu un événement un peu bizarre. Le président Chirac qui va en Chine et il se dit il faut un truc, quoi. Il faut vendre quelque chose d'autre que les antiquités chinoises, là, parce qu'il adorait les trucs culturels. Et donc le CNES dit mais nous on a des chercheurs là à Toulouse. Ils ont une manip, ça va jamais marcher parce que on n'a pas les moyens, ça coûte 50 millions d'euros, voilà. Et donc, du coup, ils ont essayé de vendre cette histoire-là aux Chinois. Et les Chinois, eux, avaient leur satellite SVOM, sur lequel ils avaient déjà un télescope, mais ils n'avaient pas la caméra que nous, on développait. Et là, il y a eu une conjonction heureuse. Et c'est comme ça que s'est créée la relation sino-française. Et donc,
le projet qui s'appelait Éclair est devenu simplement un instrument sur la plateforme de SVOM. Et donc, on a commencé à collaborer à partir de 2006-2007. Et ça a été une super aventure jusqu'au confinement, parce que maintenant, la manip, elle est sous cloche. Elle est prête à partir. Elle va partir a priori au mois d'avril, si j'ai bien compris. Ça reste à confirmer à la fin du mois de novembre. Hein. Il y aura une réunion entre les deux partenaires CNES et la CNSA là, chinoise, et on saura la date exacte. Mais ça risque d'être courant avril 2024. C'est beau qu'un des instruments, parce qu'il y a 2 instruments français qui ont été embarqués sur SVOM, qu'un des 2 instruments est le nom du projet initial. Oui, c'est resté, ça s'appelle Éclair et c'est français. Ouais, et le deuxième, c'est MXT. MXT, ouais, qui lui, alors, en fait, on a voulu copier ce qu'il y avait sur le satellite américain Swift, qui est équipé en fait de 3 types de détection, du gamma, du X et de l'optique. Et SVOM, avec Éclair, avait le gamma. Avec les Chinois, il y avait l'optique, mais il manquait le X. Et là, on s'est un peu associé avec, au départ, il y avait un peu les Allemands et un peu les Anglais qui avaient des nouveaux moyens de détection X. Et donc, on s'est associé avec eux. Mais c'est géré principalement par le CEA, le MXT. Ouais. Et une des forces particulière, d'après ce que j'ai compris, de SVOM, c'est qu'il va pouvoir observer un champ très très large du ciel pour pouvoir détecter le plus rapidement possible un rayon, enfin une émission de rayon gamma, pour après transmettre l'information et que tout le monde se braque dessus, entre guillemets, quoi. Le champ de vue, c'est 90 degrés. Et ensuite, quand on détecte quelque chose, la précision de localisation, c'est un demi-degré, pour faire court. Et donc, l'idée, c'est que dans ce demi-degré sur le ciel, un demi-degré, c'est la Lune, en fait. Donc en fait, il vous faut un télescope qui est le champ de vue de la Lune. Et en fait, vous pointez cet endroit du ciel et puis vous regardez s'il y a une nouvelle étoile qui apparaît. C'est ça le challenge. C'est tout bête, hein, en fait. Effectivement. Un peu technique. 50 millions d'euros pour tout ça. C'est vrai que ça paraît bête. Oui. Mais je ne sais pas si tu avais une question. Moi, j'en ai encore plein. Qu'est-ce que peuvent nous apprendre les sursauts gamma ? Alors ça, c'est l'autre problématique du sursaut gamma, c'est que c'est quelque chose qui va nous apprendre à la fois sur de l'astrophysique pure, parce que comme tu le signalais tout à l'heure avec les FRB, c'est des phénomènes qui ont lieu très loin dans l'univers et ça traverse une grande partie de l'univers avant de nous arriver. Donc en fait, ça va récolter tout un tas d'informations et sur l'objet de l'univers lui-même, déjà, il y a une information comme ça. Et donc, on peut considérer, de ce point de vue, que le sursaut gamma, c'est jamais qu'un flash lumineux. On s'en fiche pas mal de sa nature, mais on s'en sert pour aller sonder ce qu'il y a entre ce flash et la Terre. Et on traverse tellement de choses que l'information est très riche. L'autre chose qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, ou qui a fait le flash. Pourquoi ? Et donc là, c'est la nature de l'objet. Et la nature de l'objet, elle implique de la physique de très haute énergie, parce qu'évidemment, pour provoquer un flash comme ça, il faut une grosse dépense d'énergie. Donc, est-ce que c'est de la conversion de noyaux atomiques ? Est-ce que c'est de l'accélération de jets, etc. Enfin, c'est vraiment tout un pan de la physique moderne. Hein. C'est pas de la physique du 19e siècle qu'on apprend en licence, mais là, on est plus sur des choses, on va dire, contemporaines. Oui. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi, d'après ce que, si je ne me trompe pas, un des seuls signaux aujourd'hui qui nous permet d'avoir l'information de la formation d'un nouveau trou noir. Ou en tout cas de l'activité d'un trou noir. Oui, comme je disais tout à l'heure, hein, quand on voit en direct le petit point lumineux qui se forme et qui au bout de 20 minutes décroît en éclat, vous venez d'assister en direct à la naissance d'un trou noir. Et ça, de dire on vient de voir la naissance de quelque chose qui est par essence invisible. Je pense que sur Terre, on n'est pas nombreux à avoir vécu ça. Ouais. Non, et franchement... À ton visage, j'imagine que tu l'as vécu. Comme tu l'as dit. Il y a un petit truc au fond de l'œil. Hein. C'est assez fou. J'en profite, moi j'ai une petite question concernant l'avenir. Donc les sursauts gamma, on l'a dit, c'est plein de promesses. Il y a plein de recherches qui sont faites. C'est quoi un petit peu, si tu veux nous teaser, l'avenir autour du rayon gamma Donc on a parlé de Swift. Swift, c'était le satellite américain en 2004. Et lui, il a été bien conçu pour aller voir les sursauts gamma jusqu'à, on va dire, 800 millions d'années après le Big Bang. C'est déjà très tôt. Hein, c'est un univers primordial, là, quasiment. Mais on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'en fait,
il y a toujours une histoire de décalage vers le rouge, hein, vous avez sûrement entendu parler. Et donc, les caméras gamma, en fait, plus on regarde dans l'univers précoce, plus le signal, il n'est plus dans le gamma, en fait, il va se décaler. Et donc, on perd ça. Donc, quand ils ont prévu la caméra éclair ici à Toulouse, mes collègues, ils se sont dit, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un seuil de coupure dans les basses énergies comme celui de Swift, on va le décaler encore un peu plus bas. Alors, ça implique beaucoup de challenges technologiques parce qu'il y a du bruit, de mesures, c'est pas facile et il faut trier des cristaux qui vont scintiller avec le passage du rayonnement gamma. Et donc, il y a eu des milliers de cristaux qui ont été commandés et ils ont tous été examinés les uns après les autres, un par un, pour essayer d'avoir les meilleurs du monde, etc. Enfin, quand je vous dis que ça coûte 50 millions d'euros, vous comprenez le truc, quoi. C'est comme si vous achetiez plein de diamants et puis vous jetez à la poubelle ceux qui vous plaisent le moins, vous voyez. Donc, à la fin, on arrive avec un instrument qui va être extraordinairement plus sensible à du rayonnement gamma plus mou, mais c'est ce plus mou, en fait, qui va venir, au lieu de venir de 800 millions d'années-lumière, il va venir de 600 millions d'années-lumière et peut-être même de 400 millions d'années-lumière. Depuis le début du Big Bang, je parle. Donc là, on a déjà 13 milliards d'années-lumière. Hein. Ceux-là, ils sont déjà parcourus. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais de 8 milliards d'années-lumière pour un FRB. Bah, on va éclater ça, hein, évidemment, c'est certain, quoi. Donc, c'est ça l'avenir, c'est d'aller sonder vraiment ce qui va se passer, parce que ce sont ce qu'on appelle les âges sombres. Est-ce que c'est les étoiles qui naissent en premier? Est-ce que c'est les galaxies qui naissent en premier? Est-ce qu'il y a des transferts de quantité d'énergie entre les deux types d'astres? Est-ce qu'il y a des étoiles à l'époque qui seraient extraordinairement plus grosses que les étoiles qui naissent aujourd'hui dans l'univers? On n'en sait rien, en fait. Donc tout ça, c'est à explorer avec les sursauts gamma du futur, avec VOM notamment. Donc là où l'espace recèle de mystères encore multiples et riches autour de nous dans l'avenir, il y en a encore plein aussi dans le passé, comme tu l'as cité, il y a la période sombre, l'âge sombre, où il y a plein encore de mystères, de questionnements qui sont faits. Et puis on peut encore aller au-delà avec finalement ce fameux mystère du Big Bang qui reste pour l'instant le mystère ultime, si on peut dire, hein, comme je ne sais plus quel scientifique l'avait dit, c'est il y a le Big Bang, on imagine ce que c'était au départ, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'il y a entre le Big Bang et nous, et on en sait encore moins sur ce qu'il y avait avant. Donc le spatial, c'est aussi là la beauté. Et je t'en prie, Simon. Non, mais c'était, comme tu l'as dit, c'était les sursauts gamma, c'est un moyen d'apprendre énormément de choses sur une période qu'on connaît très mal et qu'on a du mal à observer sur dans d'autres spectres, si on peut dire. Et tu as parlé de ce qui était très lointain, mais récemment, il y a aussi eu, alors je vais le tenter cette fois-ci, mais c'est GRB 22 109A. Alors il y a un avis dans les chiffres, on le dit pas comme ça, mais qui a été observé beaucoup plus proche de nous et qui, tout à l'heure je donnais des chiffres de 10 000 milliards de fois la luminosité du Soleil, mais là on est sur 1000 millions de milliards de fois la puissance de la lumière solaire qui a été observée, et ça justement ça a l'air d'avoir aussi un peu chamboulé la communauté des rayons gamma. Si pour conclure cette émission, comment toi tu l'as reçu et comment vous, à l'IRAP, vous avez travaillé sur ce sujet-là? Alors c'est 22-19A, enfin 22 parce que... 19A, ok, excuse-moi. Parce que 2022, 10 parce que c'est en octobre, okay. et 09 parce que c'est le 9 octobre. Ouais, okay. Comme ça tu sauras pour les prochains, okay. C'est facile. Et A parce que c'est le premier de la journée. Ok. Donc c'est hyper facile après. Et alors ce sursaut gamma-là, il était observable depuis la Terre uniquement en Australie et sur les Philippines. Alors autant dire que les Philippines, il n'y a pas vraiment d'instruments. Et en Australie, on est embêté parce que là où c'était visible, où nous on avait nos instruments, il pleuvait. Alors là, j'ai contacté un Français que je connaissais par ailleurs, qui lui s'occupe d'un réseau d'observation de météores en Australie. C'est assez étonnant, mais... Et donc, lui, il est basé à l'université de Perth, et donc je l'ai contacté, et je lui ai dit, mais au fait, sur tes images de météores, à cet instant-là, est-ce que tu as des images qui montrent le reste, tout le ciel, et donc il a regardé, et il nous a trouvé 4 images qui ont été prises exactement pendant l'explosion de ce sursaut gamma extraordinaire. Et en fait, on voit rien sur ces images, certes,
mais en tout cas, on a pu mettre une limite parce que le sursaut est tellement énergétique dans le domaine gamma qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ça pouvait donner à l'œil? Eh ben, on a prouvé qu'à l'œil, en fait, on n'aurait pas pu le voir. Rien. Voilà, mais c'était intéressant, hein, comme je Ouais. le disais tout à l'heure. Et alors, c'était drôle parce qu'après la publication qu'on a faite, en fait, le référé, donc ça c'est la personne extérieure aux auteurs de l'article et qui doit dire oui, je tamponne, je valide votre article. Il a dit ouais, alors votre article, il n'est pas génial hein, sur le sujet parce qu'il y en a d'autres qui avaient des meilleurs moyens d'observation. Par contre, le coup d'avoir observé pile pendant le flash gamma depuis le sol, là on avoue que là, ça vaut le coup d'être publié pour ça. Même si, effectivement, on publie quelque chose où on n'a rien observé. Mais on a mis une limite, en fait, sur l'énergie, etc. Et donc, ça a son intérêt là aussi. Hein. Donc parfois, c'est ça aussi. On observe, on voit rien, mais ça donne un super résultat. Bah, Bah, je c'est pense que un- c'est une bonne manière de résumer ce que peut être aussi d'être scientifique au quotidien. Mais je te laisserai, moi vraiment, ça a été une émission que j'ai adoré préparer parce que c'est des sujets qui sont quand même assez pointus, mais qui au final nous en apprennent énormément sur ce qui reste à découvrir dans l'univers et il y a des quantités de choses à découvrir. Mais donc, merci beaucoup Alain d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci à Thomas de l'avoir préparé et animé d'une main plus que 2 mètres. Et puis, bah, je te rends le micro et encore une fois, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Eh ben, merci beaucoup, merci beaucoup Alain d'être avec nous ce soir parce que moi c'est vraiment un petit peu tout le spatial qui me passionne. C'est le spatial, j'ai envie de dire presque théorique, c'est le spatial du rêve, c'est le spatial des choses intangibles et parfois invisibles, si je puis dire, même si tu nous l'as démontré, bien des choses sont visibles là où on ne le pense pas. Et c'est aussi ça, c'est des sujets qui peuvent faire peur parfois quand on parle de rayons gamma, quelqu'un qui connaît pas grand-chose. Euh, Moi au début je pensais à Hulk avant de m'intéresser au spatial. Mais finalement en fait c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Donc merci beaucoup. Une émission, encore une, tout à fait passionnante. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin, Alain, si tu veux dire quelque chose à nous, aux auditeurs, au monde. Ouais, moi, ce que je voulais dire un petit peu, c'est qu'effectivement, il faut que les jeunes rentrent dans la science. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut essayer de s'informer. L'information, c'est ce qu'il y a de meilleur pour essayer de vaincre les préjugés. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de filles aussi dans le système, parce que notamment dans l'astronomie des hautes énergies, on est vraiment mal lotis. Pour dire, hein, moi j'ai commencé avec l'astrochimie, et là, ça attire beaucoup plus le public féminin, donc on est à peu près parité hein, en astrochimie. En revanche, sur tout ce qui est astronomie gamma, bah, ça fait gros viril, j'en sais rien. Mais il faudrait que ça change et que les femmes, en fait, se motivent aussi sur ce genre de domaine d'énergie, ouais, bien sûr. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine sur les ondes de GMT et avec nous pour une nouvelle Odyssée.